Bonjour à tous. Cette vidéo, comme son titre l'indique, concerne l'impression 3D à partir de Fusion. Donc sans passer par un slicer extérieur comme Cura ou Simplify 3D ou autre slicer. Mais on va utiliser donc la capacité que Fusion a maintenant de générer le G-code pour l'impression 3D directement depuis Fusion. Alors, comment ça se passe? L'objet que vous voyez à l'écran est donc un objet que j'ai dessiné, dont j'avais besoin. Il s'agit, et on verra ça dans une future vidéo, d'un support pour un petit bouton poussoir. Si j'enlève le body, vous allez voir le bouton poussoir en question, qui va donc servir sur la machine CNC à mesurer les différences de longueur d'outil. Je ne rentre pas dans les détails, je ferai une vidéo sur l'utilisation donc des macros et de cet objet dans une vidéo dédiée à CNCJS qui a la capacité d'avoir des macros, et c'est pour cet objet, c'est pour cela que je veux avoir cet objet pour avoir un endroit fixe sur la machine pour mesurer la différence de longueur d'outil lorsqu'on change d'outil pendant une impression, un travail sur la CNC. Donc, grosso modo, c'est un cube évidé avec un trou. Il y a deux petites pattes ici pour mettre des vis. Voilà, je ne vais pas expliquer cette conception, c'est vraiment tout simple. Par contre, ce que je vais expliquer, si possible en détail, c'est comment on passe de donc cette conception, cet objet, à l'impression 3D. Alors pour ça, on va dans manufacture, en anglais, fabriqué en français. J'ai mis en français pour être gentil et pour faire bien, mais vous allez voir que tout n'est pas traduit, donc de toute façon, vous avez besoin de l'onglet. Donc, lorsqu'on passe dans le module manufacture, on a droit à un setup. Je vais d'ailleurs peut-être, ça sera mieux. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans conception. Je vais aller faire enregistrer ça. Et je vais aller faire fichier, enregistrer sous support bouton changement d'outil, vidéo. Et comme ça, je vais pouvoir aller refaire depuis le début toute la manipulation nécessaire pour donc imprimer cette chose depuis Fusion. Donc, on passe, comme je l'ai dit, dans le menu manufacture ou fabriqué en français. Et dans ce menu manufacture ou fabriqué, vous voyez que vous avez fraisage, tournage, palpage, qui est donc la sonde et le sondage, certaines actions de fabrication, notamment là c'est la découpe laser ou la découpe torche plasma ou jet d'eau. Et on a additif qui est donc l'impression 3D, c'est additif, que ce soit avec de la résine ou avec du filament, c'est toujours de l'additif. Donc, le principe était que pour ceux qui connaissent et qui utilisent déjà Fusion pour générer du G-code pour une machine CNC, vous allez voir que c'est la même démarche, c'est les mêmes principes, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est les mêmes principes. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé une machine CNC depuis Fusion, c'est le moment de découvrir. Donc, setup, je crée nouvelle configuration, donc un nouveau setup. Oh, pardon. Je ne suis pas dans additif. Additif. Configuration, nouvelle configuration. C'est la même chose. Pardon. Pourquoi il est repassé dans fraisage là?
additif, configuration. Type d'opération, c'est là que ça change, additif. Disposition automatique, non. Le modèle, c'est le body, et ça, c'est correct. Alors, il faut aller sélectionner l'imprimante. L'imprimante, quand vous passez donc dans le menu bibliothèque de machines, il y a déjà un certain nombre de machines qui sont faites par Fusion, enfin qui sont proposées par Autodesk dans Fusion. On sélectionne additif et FFF, donc dépôt de filament, et ça va nous sélectionner les différentes imprimantes déjà paramétrées par Fusion pour l'additif. Mais vous affolez pas, il y en a une générique, ça marche très bien, et vous pouvez adapter. Moi, j'ai une Annette A8, donc c'est ce que je vais utiliser. On vous dit ici à chaque fois, vous avez une petite information, seules les machines de votre bibliothèque personnelle peuvent être modifiées. Donc l'idée c'est que la bibliothèque Fusion 360, vous sélectionnez la machine que vous voulez, vous faites copier, et vous allez coller en local dans vos machines. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Donc là j'ai pris le Annette A8 qui existe de base, et j'ai fait des petites modifications tout à fait minimales, en fait. La seule chose, c'est que j'ajoute une image. Si vous avez une dizaine d'imprimantes 3D, ça peut être utile d'avoir des images pour différencier vos imprimantes. Les codes, c'est les codes de l'Annette A8. J'ai rien touché de spécial. C'était déjà comme ça dans le modèle de base de Fusion 360. Limite température du maximum du lit, bon, ça c'est pas fondamental. Configuration de l'extrudeuse. Alors c'est le seul endroit où j'ai véritablement changé quelque chose, puisque j'utilise une buse de 0,25 au lieu de la buse classique de 0,4 qui est celle de la configuration par défaut. Le post-traitement, on peut donc lier l'imprimante à un post-processeur. Je vous ai dit, ça fonctionne comme pour une CNC, donc on a un post-processeur. Post-processeur, Annette 3D. Et on sélectionne le dossier dans lequel... Alors bien sûr, on sélectionne le dossier dans lequel est le post-processeur pour le mettre ici. Et on sélectionne le dossier de sortie, c'est-à-dire où on veut que le G-code généré aille se mettre. Alors, l'histoire du post-processeur, pendant qu'on est dessus, on en parle tout de suite. Où est-ce qu'il est passé? Ici. Donc, vous avez un site Autodesk qui s'appelle CAM Autodesk HSM Post. Et dans donc cette librairie de post-processeurs pour Fusion 360, vous sélectionnez comme type de post-processeur additive. Et vous allez avoir tous les différents post-processeurs déjà faits par Autodesk pour différentes imprimantes 3D. Vous voyez qu'il y a Annette, il y a Prusa, il y a la Seriality, il y a Ultimaker, il y a Anycubic. Bon, voilà. Je vous ai dit, si vous n'avez pas un post-processeur pour votre machine, utilisez le post-processeur générique. Il y a de fortes chances que ça marche très bien de toute façon. Et on reviendra après sur l'histoire du post-processeur, parce que pour moi, c'est un des gros plus de l'impression 3D à partir de Fusion 360. C'est que ça passe par un post-processeur, et donc vous avez la possibilité d'aller modifier, adapter à vos souhaits, à votre machine, à Répétier, à Merlin, etc., exactement ce que vous voulez qu'il soit généré comme G-code. Si vous utilisez même des trucs bien faits et payants comme Simplify 3D, Simplify 3D c'est très bien,
mais vous n'avez pas la possibilité d'aller modifier ce qui va être généré. Si c'est pas dans un des réglages, une des options proposées par le logiciel, ben vous ne pouvez rien faire. Là, on peut. Donc, dans mon processus, je reviens et je sélectionne cette machine pour mon impression. Comme j'ai sélectionné la machine, vous voyez que le plateau et le cube, le volume dans lequel va se dérouler l'impression, correspond aux dimensions indiquées. Bien, maintenant j'ai mon modèle qui est là. Alors, comme vous pouvez le voir, il est vraiment un peu dans un coin, et ça c'est parce que c'est spécifique à ma machine. J'ai un PEI fatigué et abîmé au milieu, donc les objets à imprimer, je n'ai pas encore eu le courage de le changer, il faut que je le fasse, mais donc je mets les objets à imprimer dans un coin. Alors, comment vous modifiez la position d'un objet? Vous allez sur déplacer, vous sélectionnez l'objet à déplacer, et vous retrouvez un symbole bien connu de Move, exactement comme quand vous êtes dans la conception, dans Fusion 360. C'est exactement le même symbole. Bon, là, je l'imprime à l'envers parce qu'il y a un fond ici, et ici, le dessous est en fait ouvert, et je n'ai pas la peine d'avoir des supports partout. Mais si je voulais le mettre dans l'autre sens, eh ben, c'est pas compliqué. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est bien ça, on le met dans l'autre sens. On peut aller vérifier qu'il repose bien sur ma table en faisant placer les pièces sur la plateforme. Sélectionner la pièce, placer sur la plateforme. Attends, type. Non, c'est pas un composant. Là, si, c'est un composant. Sélection. Ok. Voilà. Et donc voilà, je peux déplacer et positionner mon composant là où je le souhaite. Je vais le remettre à la place là où il était, qui est par rapport à mon origine qui est ici, l'origine de la machine, pas l'origine de la pièce. L'origine de la machine, on a le X, Y vers soi dans l'angle à droite, en bas à gauche, pardon. Et donc, ça, c'est bien la position où je veux que mon objet soit pour l'imprimer. Alors, comme d'habitude, j'allais dire dans Fusion, quand vous déplacez, vous avez toute la possibilité de déplacer millimètre par millimètre, etc. Pas juste à l'œil. Dans comment ça s'appelle, Simplify 3D, par exemple, si je ne me trompe pas, ça se fait à l'œil et uniquement à l'œil. Alors, ensuite de ça, les paramètres d'impression. Alors, les paramètres d'impression, c'est un peu comme pour la machine. On a un certain nombre de paramètres d'impression préétablis, on va dire, par Autodesk Fusion. Et quand vous voulez modifier, donc prendre une série, enfin un ensemble de paramètres d'impression spécifique pour vous, pour ce que vous voulez faire, vous pouvez le sélectionner ici, vous faites copier, vous allez dans mes paramètres d'impression locale et vous faites coller. Et là, vous pouvez venir modifier ce paramètre. Je l'ai déjà fait, donc il a déjà le même nom. Je pourrais le remplacer ou pas, ça sert à rien, c'est déjà le même. Je l'ai fait juste pour montrer. Donc, si vous voulez modifier ça, vous allez sur le petit crayon ici pour éditer. Vous pouvez modifier le nom. Alors, on va appeler ça PLA plus Sony, par exemple, pour donner un nom spécifique, avec une... alors, nozzle, on va mettre ça en français, et on va mettre ça même dans l'ordre pour que ça ressemble à du français. Voilà. Comme ça, si vous en reprenez un autre, vous ferez, comme il a un nom différent maintenant, vous n'allez pas avoir la boîte de dialogue qu'on vient de voir, qui vous avertissait qu'il y avait déjà quelque chose. Et là, on retrouve, grosso modo, tous les
différents paramètres que vous avez déjà dans Cura, dans Simplify 3D, dans comment il s'appelle, Prusa, je me souviens plus du nom du slicer de Prusa, mais bref, un slicer c'est un slicer, on trouve grosso modo les mêmes paramètres, pas forcément au même endroit et dans le même ordre, mais vous retrouvez les mêmes choses. Hein, la hauteur de couche, la largeur de l'extrusion, enfin je vais pas venir dans le détail vous montrer chaque paramètre un par un. Vous vous apercevez ici que dans le paramètre de la géométrie du remplissage, vous en avez tout un paquet, gyroïde, rhombique, dodécaédron, donc vous essayerez, vous verrez ce que ça donne. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas tout essayé parce qu'il y en a beaucoup. Les vitesses, etc., etc. Extrudeur, alors vous avez la place d'en mettre 2. Enfin, c'est prévu pour pouvoir avoir 2 extrudeurs sur votre machine. Vous mettez donc les paramètres qui correspondent à chacun de vos extrudeurs. Si vous n'en avez pas 2, ben vous n'en avez pas 2, c'est pas grave. Les paramètres correspondant à la couche, le nombre de périmètres, le recouvrement d'un périmètre sur l'autre, la hauteur de couche, enfin un peu tous les réglages que vous avez déjà dans d'autres slicers, comme je l'ai dit, pas forcément au même endroit, pas forcément dans le même ordre, mais c'est pratiquement, on retrouve exactement la même chose. Le remplissage, avec un angle ou pas avec d'angle, la vitesse de remplissage, etc. Le fait d'avoir ce qu'ils appellent le skirt, c'est donc un tour autour de la pièce qui en fait va principalement servir à déposer le filament, initialiser l'extrudeur, et en même temps c'est l'occasion de vérifier que vous êtes à la bonne hauteur, que la première couche colle bien, etc. Vous pouvez avoir un raft, donc un raft, en français c'est un radeau, c'est un peu curieux l'anglais, mais c'est une couche dessous la pièce qu'on va imprimer pour être sûr qu'elle colle bien à la plaque avec laquelle on travaille. Et si on n'en veut pas de raft, eh ben, nombre de couches de base du raft, on met simplement 0. Et pour le skirt brim, c'est pareil, on peut mettre 0. Ici, il n'y en aura pas. Support. Alors, je vais vous montrer dans la simulation. J'ai pratiquement, dans ce que j'ai fait, conservé les paramètres par défaut de fusion pour voir ce qu'il allait me sortir. Et c'est très bien. J'ai même trouvé que c'était presque mieux que Simplify 3D, qui pourtant est réputé pour les supports. Parce que là, les supports faits par fusion, d'une part, ils sont efficaces et il n'y en a pas trop. Et d'autre part, ils s'enlèvent très facilement et ça laisse quelque chose de tout à fait propre. Voilà, donc je vous montrerai dans la simulation ce que sont ces supports. Bridging, c'est donc lorsqu'il faut joindre 2 parties qui sont un peu séparées. Donc la vitesse de bridging qu'on peut augmenter si on augmente un peu la distance. Qui donc on va mettre du filament sur du vide. Voilà, en pratique le bridging c'est ça. C'est un bridge, c'est un pont. Hein. Le refroidissement, donc au bout de combien de temps le nombre de couches où le ventilateur est désactivé. Dans mon cas, la première couche, je ventile pas pour être sûr que ça colle bien au plateau, et puis après je l'active. Il y a un temps minimum par couche de 10 minutes. Je sais pas à quoi ça correspond, c'est pareil, je vais laisser le défaut. G-code. Est-ce qu'on démarre à la position de départ? Est-ce qu'on finit à la position de parc? Est-ce que le G-code est verbose, c'est-à-dire est-ce qu'on inclut des commentaires dans le G-code? Ça c'est très utile, notamment si vous voulez par la suite aller modifier votre post-processeur, d'avoir les commentaires du G-code, comme ça quand vous modifiez le post-processeur, vous voyez exactement qu'est-ce qui est généré. Et donc voilà pour mes réglages. Donc on peut faire OK. Et on va garder ça
on va garder ça. Donc je vais sélectionner ça. Et maintenant, je vais dans Configuration. Alors la différence, bien sûr, avec la CNC, c'est que là, vous avez un seul type d'opération. Vous n'avez pas de contour, de pocket clearing, etc. etc. C'est tout. On fait juste de l'additif, on fait une pièce et il n'y a pas d'autres modifications. Donc ici, vous avez le petit point rouge qui vous indique qu'il n'y a pas de trajectoire d'outil. Donc il faut générer. Bon, c'est normalement assez rapide, tout dépend de l'ordinateur et de ce que vous faites, mais là c'est un objet relativement simple, donc voilà. Alors là il n'est pas dans le bon sens. Zut, on va recommencer ça parce que c'est pas la peine de faire quelque chose qui ne tient pas debout. Donc déplacer, sélectionner, 180 degrés, et c'est tout. Et si je ne me trompe pas, ça touche, non, il est au-dessus. Donc on fait déplacer, on remonte un peu, pour être sûr de ce qu'on fait. On fait OK, on vient sur poser sur la plateforme, on sélectionne le composant, et on fait OK. Et donc, là, il touche la table, on est à la bonne hauteur. Donc maintenant, on va venir régénérer notre parcours d'outils. Alors mettez ici, on peut agrandir un peu. Soyez sûr que vous voyez bien le pourcentage de réalisation et que ça arrive à 100%. Parce que c'est pas la peine de chercher à simuler quoi que ce soit si le parcours d'outils n'a pas été complètement fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit un peu. Voilà. Donc là, on a la simulation. Donc on peut afficher jusqu'à une certaine hauteur. On peut animer tout le modèle ou la couche uniquement. On peut recalculer. On a des statistiques qui m'indiquent le nombre de couches, la hauteur de chaque couche, et on en est à la couche 1. Donc on peut faire une simulation comme on l'a fait tout à fait classiquement dans la partie manufacture de fusion, où on voit le nombre de couches qui s'additionnent, et on voit ici alors ils appellent ça calque, donc je veux bien, mais la hauteur à laquelle on est, qui monte au fur et à mesure, et qui nous montre donc la couche qu'on est en train d'imprimer en virtuel. Et là, donc, on voit exactement ce qui va se passer. On peut voir la façon dont les supports sont générés. Et je répète, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors là, vous voyez qu'on a un trou, on a un support dans le trou, hein, pour supporter le sommet de l'arrondi. Et voilà, j'ai ma simulation qui est largement... Enfin, moi j'ai l'habitude de Simplify 3D, et la simulation dans Fusion, pardon, est plutôt mieux faite que dans Simplify 3D. C'est vraiment très bien. J'ai peut-être pas toutes les possibilités d'aller changer les couleurs, d'aller changer... bon, il y a moins d'options possibles, on va dire, dans Fusion, en tout cas pour l'instant, mais ce qui est là est déjà, de mon point de vue, très très bien. Alors une chose qui, moi, me manque, qui existe dans Manufacture et qui je n'ai pas vu ici, c'est la possibilité d'avoir un pattern de l'objet que l'on imprime. Alors, par contre, il y a la possibilité de faire copier ici. Si je fais copier et coller,
configuration 2. J'imagine que configuration 2, est-ce que je peux, pardon, configuration 2, est-ce que je peux aller modifier cette position-là? On va faire comme ça par exemple. Et non, visiblement, on n'a qu'un objet, on n'en a pas deux, c'est pas ce que je veux là. Donc pour l'instant, enfin pour moi, bon alors il manque des fioritures, il manque des choses, c'est une première version on va dire, c'est une première mouture de cette partie additive dans Fusion 360. Je suis sûr que ça va s'arranger, s'améliorer et qu'ils vont continuer à travailler dessus. Mais bon, donc pour moi, pour l'instant, la seule chose qui manque, c'est la partie pattern pour pouvoir dupliquer un objet. Si je voulais en imprimer 10 identiques, ça serait bien pratique de pouvoir, plutôt que d'aller faire 10 modèles, bon, je peux toujours venir ici faire un pattern dans la partie modélisation, conception, mais bon, c'est pas logique, c'est ici que ça devrait se faire. Autrement, qu'est-ce qui manque? Alors les supports, les supports, je ne suis pas rentré dedans pour l'instant. On peut donc aller modifier tous ces paramètres ici, pour les supports. Et donc on peut modifier le remplissage, on l'a déjà vu. Les actions, 3MF, j'avoue que je ne connais pas. Si j'ai bien compris, c'est un format qui est destiné à des imprimantes industrielles. Bon, voilà. Et sinon, une fois donc qu'on a ce qu'on voulait, alors il faut que j'ai un chemin là, parce que quelque chose a bougé, il faut que je gère. Voilà, donc là, on va aller dans post-traité. Mon post-processeur est déjà sélectionné puisque je l'ai lié à la machine et qu'à chaque fois que j'imprime avec la net 3D, il va utiliser le post-processeur à net 3D, ça paraît logique. Et le dossier de sortie, c'est donc dans mes documents, impression 3D, voilà. G-code. On peut ouvrir exactement comme dans manufacture, je veux dire CNC, fraisage, on peut aller ouvrir donc le fichier G-code dans l'éditeur. On va lui dire de post-processer. On va aller mettre ça quelque part. Ici, il y aura déjà un. On va mettre celui-là en 3. Enregistré. Et on a notre fichier G-code qui apparaît dans l'éditeur, donc qui va bien pour ça et qui chez moi est Visual Studio Code, où j'ai le G-code donc avec les couleurs, la coloration syntaxique, l'intelligence, etc., etc. C'est pas que je veuille le modifier, mais c'est plutôt pas mal. La syntaxe G-code est tout voilà, ok, très bien. Donc je peux aller corriger mon G-code si je veux. J'ai le rappel des principaux paramètres directement ici dans le G-code. Et j'ai donc mon G-code comme s'il était fait par n'importe quel autre slicer. Et je peux maintenant aller envoyer, alors je l'ai ouvert par ailleurs, hein, pour vous montrer le post-processeur, qui est donc le post-processeur à net 3D ici. Et si vous le souhaitez, si vous voulez, on peut aller modifier les données, enfin ce qui va être généré par le post-processeur, et ça donne une flexibilité inconnue, complètement inconnue, avec n'importe quel autre slicer. Alors, le G-code, donc, moi j'utilise
le répétier serveur pour imprimer. C'est d'ailleurs un train d'imprimer en ce moment. Je sais pas si ça s'entend. Je sais pas si ça s'entend, mais l'imprimante est en train de tourner en ce moment. Donc on envoie très classiquement dans répétier, on envoie le G-code. On va aller le chercher là où il est. Là on a le 3, on va aller chercher le 3. On ouvre. C'est complètement compatible avec n'importe quel autre slicer. Il charge le G-code. Là où vous voyez qu'il est le CNC, le numéro 3 est ici. Il est en train de calculer son rendu visuel qui va être évidemment tout à fait le même que les deux précédents. Et voilà, et à partir de là, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton pour imprimer et ça part dans l'imprimante. Comme je répète, c'est exactement la même chose à ce niveau-là que si le G-code provenait de Simplify 3D, de Prusa, de Cura ou quoi que ce soit d'autre. Même chose. Oui, ce que je voulais aussi montrer, c'est que bon, cet objet, il est prêt à être imprimé. Je vais le repositionner à peu près au milieu comme il l'était tout à l'heure. Ici. Voilà. Et j'ai tous mes réglages, j'ai tout préparé. Et bon, il n'y a plus qu'à générer le G-code pour l'imprimer. Imaginons que je me rende compte que... Où est-ce qu'il est passé? Ce trou, par exemple, je le trouve trop bas. Il est trop bas. Je voudrais qu'il soit plutôt au milieu ici. Donc, comme classiquement dans n'importe quel objet que l'on conçoit avec Fusion 360, on peut revenir sur la fonction, on la modifie, et je vais venir placer mon trou sensiblement au milieu. Voilà. Petite modification de rien du tout. Et je fais OK. Maintenant, si j'étais avec un slicer classique comme Cura, il faut bien sûr que j'exporte un STL, que j'aille l'importer dans Cura et que je refasse mes réglages, puisque pour Cura, c'est une nouvelle impression. Là, rien de tout ça. Je viens ici, et je viens d'en fabriquer. Mon trou a changé de position, il est bien là où je viens de le mettre, plus haut, et je n'ai qu'à régénérer mon G-code .bar. C'est tout. Il n'y a pas d'export, d'import, de refaire, etc., etc. Et de mon point de vue, c'est le principal point positif à utiliser l'impression 3D directement depuis Fusion. Là, c'est un objet extrêmement simple, mais si vous faites des choses un peu plus complexes et qu'après une première impression, vous vous rendez compte qu'il faut aller modifier ci ou ça, et je ne parle pas des réglages de l'impression, je parle de l'objet lui-même, et ben c'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Cette vidéo est en fait un peu plus longue qu'elle aurait dû être, mais j'ai tendance à baratiner, excusez-moi. Voilà, donc je voulais montrer, parce que dans cette vidéo, on était complètement sur l'écran d'ordinateur et sur Fusion, mais je voulais montrer le résultat concret d'une première impression avec Fusion de cet objet. Comme vous le voyez, il y a pas mal de stringing. Donc ça c'est des réglages, mais ça serait la même chose si c'était un autre slicer que Fusion. Ça dépend du filament, de la température, bon, vous connaissez sûrement un petit peu déjà ce que c'est que le stringing. C'est des choses à régler, mais autrement je trouve que l'impression est très propre. Les supports, comme je l'ai dit, s'enlèvent extrêmement facilement, juste un petit coup, comment dire, avec une petite pince multiple, une petite pince quelconque, on saisit le truc et on tire et ça s'enlève et ça laisse quasiment pas de marque. C'est vraiment très bien. Vous voyez la jupe tout en bas, il n'y a pas de raft là, c'est juste la jupe. Bon, il y a des réglages à faire, mais je trouve que le résultat de l'impression est tout à fait aussi propre que si j'avais utilisé n'importe quel autre slicer. C'est une première impression, il y a des réglages à faire, ça se fait petit à petit, mais voilà, personnellement je suis assez satisfait et je pense que le mieux, si on veut que cette impression 3D dans Fusion ou depuis Fusion évolue,
c'est d'aller mettre des commentaires sur les forums, que ce soit en français ou en anglais, les forums Autodesk, Fusion 360, pour leur dire je l'utilise, c'est très bien, mais il y a ça comme problème, il y a ça qui manque, comme j'en ai parlé par exemple à la fonction pattern, des choses de ce genre-là. Voilà, j'espère que ça vous est utile. À bientôt. Je ferai, comme j'en ai parlé au début, une vidéo dédiée au changement d'outil sur une machine CNC avec CNCJS, où on verra ce bouton en action. Voilà, merci de votre attention, salut, à bientôt.